Voici enfin la réponse à toutes vos questions concernant la vaccination Covid. Bonjour, j'ai voulu faire cette vidéo pour vous aider à comprendre la vaccination Covid. Je vous présente le professeur Sophie Lucas. Elle est immunologue, professeure et présidente de l'Institut de Duves de l'UCL Louvain. Elle étudie principalement le fonctionnement des vaccins, l'immunologie, l'immunothérapie, les biomédicaments. Nous avons donc devant nous une très grande spécialiste en qui nous pouvons avoir toute confiance. Comment fonctionnent les vaccins ? Tous les vaccins protègent contre des maladies infectieuses. Une maladie infectieuse, c'est une maladie qui est causée par un microbe. Et donc, dans le cas du Covid, par exemple, c'est une maladie qui est causée par un virus qui s'appelle le virus SARS-CoV-2 et qui est représenté sur le petit schéma un peu maladroit qui est ici. Alors, un vaccin, c'est composé d'une toute petite partie du microbe. Une toute petite partie du microbe qui, à elle toute seule, est incapable de causer la maladie. Alors, pour les vaccins actuels contre le Covid, en tout cas deux de ceux qui sont très connus aujourd'hui, il s'agit d'un petit morceau d'ARN, donc un petit bout de cette partie bleue qu'on trouve dans le virus, mais un tout petit bout de cette partie bleue qui contient en fait l'information pour fabriquer la protéine Spike. La protéine Spike, c'est cette protéine rouge qu'on voit couronner le virus et qui donne d'ailleurs son nom au virus. Alors, vacciner, la vaccination, ça consiste à injecter cette toute petite partie de microbes dans un muscle du bras. Donc nos cellules à cet endroit vont se mettre à fabriquer la protéine Spike. Dans d'autres vaccins, ça peut être la protéine Spike elle-même qu'on injecte, ou encore des formes tuées d'un virus pas très dangereux. Alors dans tous les cas, la partie du microbe va être exposée à notre système immunitaire et surtout à nos globules blancs, les globules blancs spécialisés qui vont s'activer et qui vont se mettre à produire des anticorps. On sait tous ce que c'est des anticorps. Alors au départ, il faudra un certain temps pour que cette production d'anticorps se déclenche. Et pour qu'il y ait une quantité d'anticorps détectable, il faudra attendre au moins 7 à 10 jours. Et après 7 à 10 jours, on ne va pas encore en produire beaucoup. C'est pourquoi on va généralement injecter une deuxième dose de vaccin. Et ça va booster la production d'une grande quantité d'anticorps. Tous différents les uns des autres, mais tous capables de se lier à cette protéine Spike. Les anticorps qui circulent dans le corps peuvent y persister de nombreux mois et parfois même des années. Alors, que se passe-t-il quand une personne qui a développé des anticorps, on dit qu'elle est immunisée, rentre en contact avec le virus SARS-CoV-2, le vrai virus, un contact à haut risque avec une personne positive par exemple? Eh bien, immédiatement, les anticorps induits par le vaccin vont se fixer au virus et le neutraliser. Ils vont l'empêcher d'entrer dans les cellules et de s'y multiplier. Alors la personne immunisée, elle ne développera pas de symptômes, elle ne fait pas le Covid. Elle est protégée par la vaccination. Mais c'est très très différent chez une personne qui n'est pas vaccinée, qui n'est pas immunisée. Elle n'a pas encore d'anticorps contre le virus. Elle en développera, bien sûr, si elle rencontre le virus naturellement, mais ça va prendre 7 à 10 jours au minimum. Et pendant ce temps-là, le virus peut entrer dans ces cellules, se multiplier un grand nombre de fois, et c'est ça qui va causer les symptômes de la maladie Covid. Alors, quand la maladie Covid est bien en place, les anticorps vont apparaître, mais trop tard. Ils protégeront contre une réinfection ultérieure si la personne s'en sort. Donc le vaccin, ça protège les personnes vaccinées contre la maladie en préparant le terrain immunitaire, en lui donnant une longueur d'avance, en induisant la production d'anticorps qui élimineront le virus avant qu'il ne cause des dégâts. C'est de la prévention. Les vaccins sont-ils efficaces ? Je pense que les vaccins que nous avons actuellement contre le Covid, donc pour l'instant ils sont au nombre de 3, font partie des vaccins qu'on dit très efficaces. On a environ 200 ans d'expérience de développement des vaccins. Certains sont plus efficaces que d'autres. Eh bien, avec les efficacités aux alentours de 80 à 90%, comme on les a mesurées dans des essais cliniques avec les vaccins Pfizer et Moderna par exemple, on est vraiment dans la catégorie des vaccins très efficaces. Qu'en est-il des différents variants ? Les variants, c'est un problème. On savait que l'émergence de nouveaux variants allait probablement se présenter. Tous les virus, en fait, ont tendance à muter, et particulièrement les virus à ARN. Et donc, les émergences de ces nouveaux variants ne sont pas une grande surprise. Mais ils peuvent causer un problème
de gestion de crise, surtout lorsqu'ils sont plus contagieux que les variants préexistants. C'est le cas par exemple du nouveau variant britannique qui est en train de devenir dominant dans notre pays. Alors, par rapport à l'efficacité des vaccins, c'est une autre question. Pour l'instant, le variant britannique, celui qui est en train d'émerger et de devenir dominant, a l'air d'être parfaitement sensible aux vaccins qui sont déployés à l'heure actuelle. Donc, dans ce cas-ci, il s'agit d'une véritable course entre il faut vacciner le plus rapidement possible la population pour la protéger contre l'émergence de ce nouveau variant. Mais il faut savoir que d'autres variants risquent d'arriver un jour. Et ces variants pourraient peut-être un jour être résistants aux vaccins qu'on est en train de déployer pour l'instant. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces vaccins, on peut les adapter. On peut les adapter comme on fait par exemple chaque année avec les vaccins contre la grippe. Et donc c'est plus une question à plus long terme. Est-ce qu'il sera nécessaire d'adapter les vaccins à long terme et donc revacciner régulièrement la population? Probablement. Y a-t-il des études concernant les pays qui ont déjà vacciné massivement? Alors on n'a pas encore d'études formelles scientifiques publiées, mais on commence à entendre des résultats encourageants par les autorités sanitaires de ces pays où effectivement les campagnes de vaccination ont avancé très très rapidement là-bas et on commence à constater une diminution des nombres d'hospitalisations de cas graves. Mais il est encore un tout petit peu trop tôt pour le dire à l'heure actuelle. Mais les signes sont très encourageants. Des décès ou des effets secondaires graves? Il faut être conscient que pendant les études de phase 3, donc les études pendant lesquelles on a testé ces vaccins sur un grand nombre de personnes, on a constaté chez les volontaires des décès accidentels qui survenaient, par exemple dus à des accidents de voiture ou des accidents cardiovasculaires. Ce qui est important de noter, c'est de savoir si ces décès surviennent plus fréquemment dans le groupe de volontaires qui ont reçu le vaccin par rapport au groupe de volontaires qui ont reçu un placebo, c'est-à-dire de l'eau ou du sucre. Et en fait, là, il n'y a pas eu de différence. Donc, des décès pendant les essais cliniques, bien sûr, il y en a eu parce que la vie continue. Mais il n'y a pas eu des décès causés par le vaccin dans le groupe de personnes vaccinées. Il n'y a eu que des décès qui arrivent occasionnellement dans l'ensemble de la population quand on teste un grand nombre de personnes et pas à une fréquence supérieure dans le groupe de personnes qui ont reçu le vaccin par rapport au groupe qui avait reçu le placebo. Et maintenant, les questions que tout le monde se pose. Faut-il avoir peur de ces vaccins fabriqués à la hâte? Je pense pas qu'il soit nécessaire d'en avoir peur. Au contraire, il faut s'en réjouir. En fait, il s'agit d'un véritable exploit. Un exploit technologique et industriel. Il faut vraiment le reconnaître. C'est vrai qu'on avait prédit qu'il nous faudrait au moins 2 à 5 ans pour développer le premier vaccin et voilà qu'on l'a fait en 10-12 mois. Mais ça s'explique. C'est tout à fait compréhensible. Pourquoi est-ce qu'on a été internationalement capable de produire pas un, mais plusieurs vaccins en une dizaine de mois? Eh bien, pour 4-5 raisons. D'abord, la première, c'est que les coronavirus, la famille de virus auxquels appartiennent le SARS-CoV-2, on les connaissait déjà, ils ont déjà causé des épidémies il y a quelques années et donc on savait quel antigène, la fameuse protéine Spike, il fallait cibler avec les vaccins, ça c'est d'une part. D'autre part, il y a eu une énorme collaboration internationale, un grand soutien financier, y compris des États, pour favoriser les développements de ces vaccins le plus rapidement possible. Pour rappel, l'ARN est un petit bout d'information comparable à une des pages d'un livre qui permet de fabriquer la protéine Spike. Cette protéine Spike est la clé qui permet l'entrée du virus dans nos cellules. On a eu une nouvelle technologie, la technologie des vaccins à base d'ARN, qui permet de développer des vaccins très très rapidement, qui n'attendait que ça quelque part, de pouvoir trouver un terrain d'application. Ça faisait une dizaine d'années qu'on essayait de développer des vaccins ARN, mais jamais dans le contexte d'une pandémie, évidemment. Et donc le contexte de pandémie donne un sentiment d'urgence qui motive les troupes et qui fait qu'on doit avancer très très vite. On a également eu le soutien des agences régulatoires qui vérifient la validité des vaccins, la validité des essais cliniques, l'efficacité et la sécurité telle qu'elle a étudiée par les firmes. Et donc ces agences régulatoires, que ce soit l'Agence européenne du médicament, l'EMA ou la FDA américaine, se sont engagées à examiner les résultats de ces essais cliniques dans un processus continu, plutôt qu'un processus qui nécessite de d'abord remplir complètement un dossier, le terminer avant de passer à la phase suivante.
superposition des phases aussi. Chaque phase d'essai a été réalisée jusqu'au bout et sur un nombre suffisant, voire même largement supérieur à ce qui est fait habituellement pour des vaccins. Donc toutes ces explications combinées les unes aux autres expliquent pourquoi on a été capable d'arriver à fournir plusieurs vaccins. Et je le rappelle, pas un seul, il y en a plusieurs. Si on avait vu un seul, on pourrait peut-être suspecter que quelque chose d'anormal se soit passé, mais c'est pas le cas. Il y en a 3 qui sont aujourd'hui approuvés en Belgique et il y en a d'autres qui sont en voie d'être approuvés très rapidement. Cette vaccination est-elle douloureuse ? Je pense que les vaccins contre le Covid, mais comme tous les autres vaccins, peuvent faire mal. Ils font mal au site d'injection notamment. Et pourquoi ? Eh bien parce que quand on a compris que le but du vaccin c'était d'induire localement une réaction de notre système immunitaire, donc de faire venir les globules blancs localement pour commencer à produire des anticorps, il faut comprendre que ça implique l'induction d'une réponse inflammatoire. Et donc ça fait un peu mal. Ça peut même être rouge, douloureux au toucher, et puis ça peut même induire des symptômes un peu plus systémiques que ça, c'est-à-dire de la fièvre, parfois des maux de tête, parfois un sentiment de fatigue. Donc oui, ça ce sont des effets désagréables qu'on observe avec tous les vaccins, y compris avec ceux contre le Covid. Doit-on craindre des risques d'infertilité ? Sincèrement, je ne vois pas pourquoi il y aurait le moindre risque d'infertilité avec des vaccins. Des rumeurs ont circulé dans certains pays il y a très longtemps, mais théoriquement, il n'y a aucune raison de suspecter que des vaccins puissent provoquer des risques d'infertilité. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que dans les essais cliniques qui ont été faits au début avec les vaccins Pfizer et Moderna, parmi les volontaires, il y a quelques femmes qui sont tombées enceintes ou se sont découvertes enceintes pendant l'essai clinique. Donc c'est pas un argument absolu, mais parfois ça permet de comprendre que ça n'empêche absolument pas la fertilité. Pourquoi le vaccin AstraZeneca est-il réservé aux personnes de moins de 55 ans ? Il est réservé aux personnes de moins de 55 ans pour une raison très précise, c'est que le nombre de personnes de plus de 55 ou de plus de 65 ans qui avaient été inclus dans le premier essai clinique qui testait ce vaccin AstraZeneca n'était pas suffisant que pour pouvoir conclure que le vaccin était aussi efficace au-delà de 55 ans qu'il ne l'était avant 55 ans. Mais l'absence de données, donc l'absence d'un nombre suffisant de personnes dans les groupes de volontaires testés, ne permet pas de conclure qu'il est moins efficace. C'est juste qu'en absence de données, on préfère réserver ce vaccin aux personnes de moins de 55 ans, chez qui l'efficacité a été formellement démontrée. Des études supplémentaires sont en cours, sont d'ailleurs assez encourageantes, et notamment des études suite au déploiement de ce vaccin AstraZeneca en Angleterre, où des personnes de plus de 65 ans, y compris des personnes de plus de 80 ans, ont été vaccinées et se sont avérées protégées par ce vaccin. Donc on va probablement changer les recommandations en Europe également. Si j'ai fait le Covid, dois-je quand même me faire vacciner ? La réponse est clairement, pour l'instant, oui. On a décidé de vacciner aussi les personnes qui avaient déjà fait le Covid, en tout cas de leur donner une première dose. La question de la deuxième dose peut se poser dans ce cas-là. Pour l'instant, on l'a résolu en disant les gens qui ont fait le Covid, ils vont aussi recevoir 2 doses comme tous les autres. Ça permet d'augmenter la production d'anticorps qu'on a déjà commencé à produire quand on a fait la première infection. Mais comme on n'est pas absolument certain que la quantité d'anticorps induite par l'infection, qui parfois, quand elle est très peu symptomatique, cette quantité d'anticorps, elle n'est pas tout à fait suffisante pour nous protéger très longtemps, on préfère aussi augmenter la protection qu'on peut avoir chez des personnes qui ont pourtant déjà fait le Covid, l'augmenter en termes de quantité d'anticorps et de persistance de la réponse pour les protéger le plus efficacement possible. Alors par contre, c'est vrai que ça a l'inconvénient d'être associé généralement avec un peu plus d'effets désagréables, d'effets secondaires pénibles mais pas dangereux, mais désagréables. Donc les douleurs au site d'injection peuvent être un peu plus importantes, là on peut faire un peu plus de température, mais pendant très peu de temps, généralement pendant 24 heures. Mais donc oui, les effets secondaires désagréables sont souvent plus importants
ne sont pas dangereux, mais cette vaccination chez les personnes qui ont déjà fait le Covid permet d'augmenter la durée de la protection. La réponse aux jeunes qui se posent des questions? Ils ont raison de se poser des questions et c'est exactement ce qu'on a décidé de faire pour l'instant, c'est de ne vacciner que les personnes, et en priorité surtout, les personnes qui sont les plus à risque de faire la maladie grave. Donc pour l'instant, les jeunes de moins de 18 ans et de moins de 16 ans ne sont pas encore sur la liste des personnes qui seront vaccinées dans cette première campagne de vaccination de masse. Pour une autre raison aussi, c'est que les vaccins qui sont disponibles actuellement n'ont pas encore été testés sur un nombre suffisant de personnes de moins de 18 ou 16 ans, dépendant du vaccin. Mais je pense qu'on y arrivera et je pense que ce serait bénéfique si on veut vraiment limiter la circulation du virus elle-même à un moment. C'est-à-dire que si les jeunes sont effectivement moins susceptibles que les personnes plus âgées de faire des formes sévères de la maladie, ils sont néanmoins tout à fait susceptibles d'attraper le virus et de le propager. Donc peut-être que dans quelques mois, disons, quand on aura terminé la campagne de vaccination des personnes les plus vulnérables en fonction de l'âge, peut-être qu'on pourra alors commencer à recommander la vaccination des plus jeunes et ça nous permettra d'atteindre une proportion plus grande de personnes immunisées, donc d'atteindre plus rapidement l'immunité collective. Quel est l'objectif pour être enfin libéré? L'objectif qu'on s'est fixé, sur base de ce qu'on sait du virus qui circule pour l'instant, c'est d'atteindre 70% de la population protégée par la vaccination, de sorte à essayer de limiter au maximum la circulation de ce virus et donc la survenue de formes graves de la maladie. 70%, c'est beaucoup. C'est pas un chiffre absolu parce que peut-être on devra vacciner un peu plus de gens si les variants qui émergent pour l'instant sont plus contagieux et se propagent plus rapidement. Cet objectif de 70% de la population vaccinée, il est vrai pour les variants qu'on connaissait jusque-là. On devra peut-être monter un peu cette proportion de la population. Mais c'est un objectif qui est tout à fait atteignable avec une campagne de vaccination de masse. Enfin, des signes positifs? Moi, le signe que je trouve le plus positif pour l'instant, c'est les conséquences du fait qu'on a réussi à atteindre cet objectif de vaccination d'une grande majorité des personnes dans les maisons de repos. Et bien, les conséquences du fait qu'on a réussi à atteindre cet objectif par la vaccination, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on commence à assouplir les mesures dans les maisons de repos et les personnes qui se trouvent dans ces maisons de repos vont pouvoir commencer à retrouver une vie normale, reprendre leurs contacts. C'est donc extraordinairement encourageant parce que si on y arrive dans les maisons de repos, c'est un objectif vers lequel il est tout à fait possible de tendre pour le reste de la population.